Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Une sorte à nouveau de making of, de breakdown, vous appelez ça comme vous voulez. Petite différence comparée à ce que j'ai fait sur les décors précédents. En principe, c'était des vidéos accélérées où je vous expliquais au fur et à mesure ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de retours, certains positifs, certains négatifs. Donc ce qui est revenu le plus souvent, c'est que c'était pas mal parce que ça permettait de voir un petit peu toutes les étapes de création d'un projet. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dit quand c'est accéléré, ça fait mal à la tête, on n'a pas le temps des fois de faire des posts sur image et tout. C'est pas l'idéal. Donc, je tente un nouveau format de vidéo, vous me direz si vous préférez ça ou les accélérer. Là, je vais tout simplement ouvrir la scène 3D et vous présenter les choses principales, comment j'ai fait par exemple le ponton, comment j'ai fait le shader de l'eau, comment j'ai fait la petite brume sur le sol, comment j'ai géré le ciel, plein de choses comme ça qui me paraissent, on va dire, primordiales ou du moins les points clés pour la réalisation de cette image. Et vous me direz si vous préférez ça ou l'ancien format. Donc on va voir aujourd'hui comment j'ai réalisé le décor que vous avez sous les yeux. Donc il a été réalisé en direct sur Twitch, donc le lien est dans la description si ça vous intéresse. Il y aura ma chaîne et je fais très souvent de la 3D dessus. Donc il n'y avait pas forcément d'image de référence. Au début j'avais un lac, un ref, mais on s'en est éloigné petit à petit. Et vous allez voir un petit peu tous les points clés de la réalisation. Donc j'ai eu pas mal de retours positifs, je l'ai mis sur Instagram, donc ça m'a fait très plaisir. Et on va voir un petit peu comment j'ai fait ça. La scène 3D ressemble à ceci. Alors, en ce qui concerne le scattering, donc le scattering c'est tout simplement la dispersion de différents éléments sur une surface, comme ce qu'on a en fond ici. Là, en fait, vous avez plein de forêts avec des éléments qui sont pris en instance. Donc là, il y avait deux éléments, il y avait du sapin et un autre arbre. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le scattering et c'est géré par le système de particules de Blender. Donc, en ce qui concerne la vue 3D, j'ai allégé un petit peu tout ça. Je lui ai demandé de rendre uniquement 30%. Donc c'est pour ça que là, vous n'allez pas voir la forêt aussi dense que sur le rendu. Mais ça, c'est pas très grave. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si je dézoome un petit peu, là déjà, si je passe en rendu temps réel avec Cycles, ça risque de demander pas mal de ressources. Donc si ça saccade un petit peu de votre côté, pas de souci. Voilà ce que ça donne. Donc ça permet déjà de se donner une idée du rendu final. Donc ça, c'est sans compositing. C'est très important. Beaucoup de personnes ont encore des interrogations en ce qui concerne le compositing. Sachez que le compo, c'est quelque chose qui arrive post-rendu. Donc ce que vous avez ici, il n'y a pas de compositing qui a été appliqué et traité à ce niveau-là. Les seuls paramétrages que vous pouvez faire, ça se trouve ici dans le Render Properties, tout en bas dans le Color Management. Effectivement, ici, vous pouvez régler l'exposition. Vous pouvez régler les contrastes. Là, par exemple, si je passe en low contrast, vous voyez que j'ai beaucoup moins de contraste. Par défaut, c'est en high. Vous pouvez gérer également l'exposition, pardon. CTRL-C si je me mets à 0. Voilà, j'ai beaucoup moins d'exposition. Je le remets comme c'était avant. Le gamma, plein de paramétrages. Ici, c'est pas vraiment du compositing, c'est plutôt du color management, donc la gestion des couleurs. On peut ici, en amont, gérer un petit peu l'exposition, par exemple. On peut également le faire dans le compositing. Donc c'est ça qui peut parfois prêter à confusion, c'est qu'on a différents paramétrages qu'on peut régler soit directement dans la vue 3D, soit sur le compo. Donc j'ai activé le denoise. En fonction des scènes, on l'active ou on la désactive. Ça permet quand même, il est relativement optimisé de nos jours, donc ça permet d'avoir un rendu suffisamment qualitatif très rapidement, sans avoir un noise qui est présent partout. Donc le noise, c'est quoi? C'est le grain qui peut être dû notamment au fait que ce soit un moteur de rendu path tracing, le Cycles. Donc le path tracing, c'est quoi? Il va balancer plein de rayons lumineux et va calculer des rebonds. Donc tout ce qui est taux de rebond, on peut l'avoir ici dans le max bounce. Donc vous voyez que pour la diffusion, il y a 30 de rebond, glossy pareil, transmission, volume. Donc si vous avez beaucoup de volumétrique, vous pouvez gérer un petit peu cette valeur-là pour avoir quelque chose de plus ou moins précis. Sur le scattering, donc sur la dispersion de lumière dans les volumes. Donc voilà, et tous ces rebonds, ça va créer à chaque fois des petits points lumineux, et si vous n'avez pas assez de samples, forcément, ça va poser souci. Donc le denoise permet de corriger un petit peu tous ces détails, tous ces soucis qu'il peut y avoir lors du rendu. Donc ça, c'est la vue 3D en temps réel. Vous voyez que déjà, ça nous permet d'avoir une ambiance globale de notre rendu. L'avantage, c'est que là, je peux bouger un petit peu. Donc ça demande à chaque fois un temps de rendu assez conséquent, en plus, vu que j'enregistre en même temps la vidéo. Vous pouvez voir à quoi ressemble la vue 3D. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de décor, si je dézoome, vous voyez que j'ai plein de box comme ça, qui bug un petit peu en termes d'affichage. Ça, c'est normal. Ça, c'est tout simplement dû au fait qu'on a des échelles très grandes pour un décor, plusieurs kilomètres, et du coup, Blender, il a un petit peu de mal. Donc déjà, on est obligé, dans la vue 3D, de lui indiquer un clip-in. Par défaut, on est comme ça. C'est-à-dire que là, si je mets en vue caméra, si je me décale, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça coupe en fait. Ça coupe la vue de fin. Donc ça, c'est le clipping qu'on a là. On a le clipping start, le clipping end. C'est tout simplement la distance d'affichage
minimum et maximum présentes dans Blender dans la vue 3D. Donc ici, rien à voir avec la caméra. C'est-à-dire que je vais lui dire, tout ce qui est à 0,01 m de la caméra, à partir de là, tu me le rends, tu me l'affiches, pardon, et tout ce qui est jusqu'à 100 000 m, tu me l'affiches dans la vue 3D. Donc forcément, il a des petits soucis d'interprétation pour faire un affichage correct. Donc ça, c'est indépendant de la caméra. Si je sélectionne ma caméra, hop là, mon clipping va être présent ici. Donc moi, j'ai mis les mêmes valeurs à peu près, mais rien ne vous empêche d'avoir des valeurs différentes. C'est-à-dire, indiquer à Blender, mais dans la vue 3D, je veux pas que ça rame, je veux que ce soit optimisé, tu m'affiches uniquement jusqu'à 150 mètres, mais dans mon rendu, je veux du 3 km. Voilà, ça peut être utile. Alors peut-être que vous voyez à quoi peut servir le clipping end, donc pour pas afficher ce qui est très lointain. Le clipping start, on pourrait s'en servir par exemple si on fait des rendus en architecture ou autre et qu'on doit sortir d'une pièce pour avoir un angle suffisamment important pour voir toute la pièce. Le clipping start peut me permettre de découper un mur par exemple pour l'affichage. Donc imaginons que je sois comme ceci, voilà, je vais mettre là, et que je veuille voir à travers cette montagne, ben avec le clip start, je vais pouvoir, en augmentant cette valeur-là, vous voyez, découper certaines choses. Donc là, je le fais pour ma vue 3D, mais je peux le faire avec caméra. Hop là, si je vais ici, j'ai pareil, j'ai le clipping start qui est juste là, et ça me permet, vous voyez, de découper certaines parties. Donc ça peut me permettre d'avoir une caméra qui est physiquement derrière un objet, et d'ignorer cet objet lors du rendu. Donc ça peut être très utile. Donc, les éléments principaux qui constituent la scène. Alors, je vais masquer tous les volumétriques, on les verra à la fin. On considère que ça, c'est une touche finale. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est plein de petits éléments, c'est que de la triche. Hein. Pour un rendu 3D d'un paysage comme ça, moi, j'ai tout triché en termes de positionnement. C'est-à-dire que là, normalement, dans la vraie vie, on n'a jamais des vides, hein, ça n'existe pas. Donc là, il devrait y avoir un sol, mais pour des questions d'optimisation, je ne le fais pas. Donc pour tout ce qui est montagne, j'ai utilisé un add-on qui s'appelle Landscape, qui est présent par défaut dans Blender et qui est totalement gratuit, et qui vous permet ici de rajouter le petit Landscape Create. Et si je fais Landscape et que je fais hop là, que je clique là, j'ai un Landscape qui va apparaître qui est là, et j'ai différents paramétrages qui sont sur la gauche. Donc je vous ferai peut-être une vidéo spécifiquement sur cet add-on, mais globalement vous avez déjà des presets, donc par exemple un preset de canyon, ça va vous changer un petit peu, ça vous met un canyon. Vous pouvez gérer la taille du mesh en question, qui va générer différentes choses. Et tout ça, en fait, c'est quoi? C'est du displacement. C'est-à-dire qu'il va vous générer une sorte de plan subdivisé sur lequel il va rajouter du displace. Par défaut, on n'a pas suffisamment de détails sur le displace. Donc, avec Blender, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un modifier displace, subdivision, pardon, pour rajouter des détails. Et ensuite, moi, j'aime bien rajouter un petit displace. Regardez la différence. Par défaut, on a quelque chose qui est pas top, qui est pas assez lisse. Je rajoute ça et le displace va pousser un petit peu les polygones. Alors là, je vous avoue qu'on ne le voit pas forcément, mais en fonction des éléments, ça permet de rajouter des petits détails. Ok? Donc je sais même pas d'ailleurs si je vais l'utiliser. Ouais, voilà. Et ça permet de rajouter des petits cabossages, on va dire, sur la topologie, et ça rend pas mal. Donc pour les matériaux, tant qu'on est sur les montagnes, c'est que du procédural. Donc si je vais dans le shader editor, j'ai ceci. Alors ça peut faire peur, premier abord. Le visuel 3D, hop là, ça donne... Ça change un petit peu, il faut que ça update les trucs. Ça donne ça, voilà. Donc sachant que c'est à contre-jour, j'ai un petit peu accentué les détails, vous voyez, comme ceci. Je ne l'aurais pas fait si ça avait été visible comme ça, mais vu qu'on n'a pas d'éclairage qui vient frapper directement la montagne, on peut se permettre de rajouter des petits détails comme ça. C'est pas très gênant. Et ça rend assez bien dans le rendu final, je trouve. Donc sinon, je peux passer dans le Material Preview, ça va faire une petite shader compilation. Là, c'est encore un process différent. On se rapproche de ce que fait Eevee en termes de rendu visuel. Mais vous allez voir ce que ça donne et on va aller très rapidement sur le shader pour que je vous explique comment je l'ai réalisé. Donc les shaders, il n'y a pas de secret. Si vous les améliorez, il faut pratiquer. Il faut commencer avec des shaders très simples, par exemple... je sais pas moi, du métal, de la pierre, des trucs comme ça. Et ensuite, petit à petit, vous allez comprendre les notions, la philosophie qui se cache derrière, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, le shader de montagne. Alors si je me mets, hop là, comme ceci, voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, il y a beaucoup trop de relief, mais c'est pas grave. Parce que le but, vu qu'on va que le liseré, justement, ça va rajouter des reliefs sur le liseré. Alors là, tout ce qui est hauteur avec la neige à partir d'une certaine hauteur, tout ça, c'est calculé en procédural avec ça, avec toutes ces nodes. Alors si on les passe assez rapidement,
j'ai un mix shader. Le mix shader, ça va permettre de mélanger deux shaders différents. Donc en gros, j'ai mon shader de neige et mon shader de rocher, vous appelez ça comme vous voulez. Donc le haut et le bas. Donc je vais le mettre côte à côte pour vous expliquer un petit peu. Donc cette partie-là, c'est la partie marron et verte. Donc là, c'est juste un noise texture qui va permettre de rajouter des petites nuances de ces deux couleurs-là. On évite globalement d'avoir des choses très linéaires. Donc là, j'ai deux couleurs qui sont projetées sur ma topologie avec un mix shader qui a pour entrée un facteur de noise. Donc le Blender, il va générer ceci. Vous allez voir, du noir et blanc. Et en fonction de la valeur noir et blanc, il va soit prendre cette couleur, soit celle-ci. Donc ça permet vraiment d'avoir des petits mélanges au sein d'un même objet grâce au procédural où il va mélanger. Il va dire, ok, quand ma valeur elle est blanche, tu prends cette couleur, quand ma valeur elle est noire, tu prends cette couleur, et quand ma valeur est grise, tu fais un mélange des deux. Donc ça c'est très bien parce que ça permet de rajouter des nuances. J'ai également rajouté bien évidemment du bump. Donc le bump, je l'ai fait en mélangeant deux textures, du noise et du Musgrave. Pourquoi je n'ai pas utilisé qu'une seule? J'aurais pu utiliser que du noise, mais le fait de mélanger plusieurs textures procédurales, ça va toujours ajouter un petit peu de variation. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Et j'ai fait exprès, vous voyez, de booster la force à 3. Alors normalement, 1 de base, avec la conversion de bump en normal, très élevé. Alors 3, on le fait quasiment jamais, mais là, c'était le but, comme je vous disais, de tricher un petit peu ça. Donc ça, c'est pour la partie matériaux d'en bas. Et la partie d'en haut, c'est tout simplement du blanc avec quelques paramétrages qu'on a changé ici. Maintenant, comment je fais pour indiquer à Blender? Je veux mon matériau en bas, on va l'appeler l'index 2, et en haut, je veux l'index 1, donc la neige. C'est avec ceci. Alors là, pareil, j'ai mélangé différentes choses. J'ai mélangé un gradient texture. Donc le gradient texture, c'est ceci. Donc là, on pourrait se dire, ça peut suffire. Ça va permettre d'avoir un matériau en haut, là où c'est blanc, et un matériau en bas, là où c'est noir. Mais en plus, je l'ai mélangé à ceci, à du noise texture. Et en le multipliant les deux, j'ai, hop là, j'ai ça. Donc vous voyez, non seulement j'ai quelque chose qui passe du blanc au noir, mais en plus, en le mélangeant avec du noise, j'ai des petites variations. J'ai des petites variations, un petit color ramp pour réajuster toutes ces valeurs-là, et ça nous permet d'obtenir deux matériaux qui vont être projetés, qui vont être définis sur mon objet, de manière non linéaire, parce que si je garde que le gradient du début, ben, j'aurais eu du blanc partout ici, et là, un petit dégradé effectivement, et le second matériau, mais le fait de rajouter ce noise-là, ça me changeait cette répartition ici. Donc l'avantage c'est qu'en temps réel, je pourrais bouger, et vous voyez, là, je vois vraiment la différence. Donc ça, c'est assez sympa. Pareil, ici, je pourrais bouger la location de mon dégradé et je pourrais avoir plus ou moins de neige. Donc je pourrais même faire une animation. Donc c'est ceci qui va gérer la hauteur de ma neige. Donc j'aurais même pu nommer les groupes, parce que là, c'est vrai que c'est pas très explicite. Mais si vous voulez faire des sortes de banques de shaders, des librairies, vous pouvez nommer les groupes. Ici, vous pourrez mettre un attribut qui s'appelle hauteur neige et le gérer en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est pour les montagnes. J'ai utilisé le même partout. Ok, j'ai utilisé exactement le même partout, il me semble, sauf sur celui-là. Parce que sur celui-là, je ne voulais pas de neige. Je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Pareil sur celui-là. Ok. Donc la petite particularité sur cet objet-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une forêt. Donc j'ai instancié dessus des particules. Donc le système de scattering de Blender, on peut en utiliser plusieurs. On peut utiliser les géométries nodes. Moi, j'ai utilisé les particules. Ce sont des particules de type R, de type cheveux. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il utilise des particules de type R pour ça? Mais je vais indiquer à Blender, tu me projettes plein de particules sur cet objet, sauf qu'au lieu de me générer des R, qu'est-ce que tu me fais? Si je vais dans le render, je lui dis, tu me fais un objet. Donc par défaut, c'est en passe. Donc, vous voyez, ça fait des petits traits comme ça partout. Moi, je lui dis, mais non, je veux pas ça, je veux des objets. Et il me demande, quel objet veux-tu? Je vais sélectionner, donc moi je les mets ici, je vais sélectionner mon objet que je veux scatter sur ma surface. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'était un sapin. Donc ce sapin, comment je l'ai fait? Alors je ne me suis pas embêté, j'ai utilisé l'add-on Sapling Tree Gen, qui ressemble... Oh, il est où? Il me l'a mis en 000 normalement. Ah oui, alors là, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Ce qu'il faudrait que je fasse. Je vais faire par exemple isoler un objet. Tac. Puis je vais rajouter... Alors je ne sais pas s'il me le génère en 0,0 ou pas. Donc dans le doute, on va mettre un cursor to world origin, faire un sapling tree gen. Voilà. Hop là. Je supprime et je le remets. Voilà, ça me permet un petit peu comme
l'add-on que je vous ai montré précédemment, Landscape, qui permet de générer des surfaces, des terrains, ça va permettre de générer des arbres automatiquement. Alors, ça fait pas tout le travail quand même, hein. Après, vous devez faire les matériaux et tout, mais ça vous fait déjà une topologie. Alors, pourquoi on passe par un add-on pour générer des arbres? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à générer mathématiquement parlant, plutôt qu'à le modéliser. Pour le modéliser, on aurait plusieurs techniques. On pourrait faire des courbes avec ensuite une épaisseur. C'est exactement ce que génère le plugin là. Sauf que l'avantage du plugin, c'est que vu que c'est basé sur des algorithmes mathématiques, on peut en temps réel modifier plein de choses. On peut bouger par exemple la forme globale sur le custom shape. Alors attendez, hop là, tac. On peut changer, voilà, vous voyez ici les tailles des éléments. Alors là, en l'occurrence, sur cet arbre-là, ça ne change pas grand-chose. Mais individuellement, vous avez, voilà, branch distribution par exemple, le nombre de subdivisions qu'il va y avoir sur branche. Enfin, vous avez plein de choses. Je ne peux pas passer tous les paramétrages, c'est parce que ça demanderait beaucoup de temps. Vous avez l'échelle de l'objet, vous avez individuellement les paramétrages sur le rayon des branches, par exemple. Voilà. Donc, tous ces paramétrages-là vont vous permettre de générer des arbres. Vous avez également un paramétrage pour les leaves, donc pour les feuilles en français. Vous pouvez les afficher, vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer l'orientation. Vous avez plein de choses. Voilà. Les angles pour les arbres, si vous voulez faire plutôt des choses qui tombent vers le bas, si vous voulez faire des choses qui montent vers le haut, à partir, si vous voulez, d'un simple objet de base, vous pouvez venir modifier tout ça. Et ça me permet ensuite de faire les matériaux et de dire à Blender, tout ça, tu me le projettes sur une surface. Donc c'est très pratique. C'est basé sur des algorithmes d'arbres. Donc si vous avez fait du développement, vous connaissez. Voilà, c'est à chaque fois des subdivisions, on divise en deux, etc., etc. Et on peut gérer ces angles-là, on peut gérer ces épaisseurs, on peut gérer plein de choses. Donc c'est beaucoup plus simple de le générer via un algorithme plutôt que le modéliser à la main. C'est pour ça qu'on utilise un add-on pour ça. Une fois que j'ai ça, je vais tout simplement sélectionner ma surface et lui dire ici, tu me projettes tant de particules. Donc là, j'ai mis 500. Vous dites 500, c'est pas beaucoup. En fait, j'ai 500 particules. Et ensuite, donc déjà, je rajoute de la rotation aléatoire. Si je décoche ça, ils sont orientés un petit peu bizarrement, puis ils n'ont pas de rotation aléatoire, donc là ça permet d'avoir vraiment des rotations un petit peu jamais similaires, sinon ça se verrait très rapidement. Et également les children. Les children, ça permet de rajouter de l'interpolation. Donc l'interpolation, il y en a de différents types. Si je mets none, il ne va pas y avoir d'interpolation. Si je mets simple, il va me faire des interpolations, donc je vais le mettre ici, tac, d'interpolation autour de mes objets. Et si je mets interpolated, il va me faire de l'interpolation de A à B. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est très pratique. Je ne sais même pas comment il était par défaut. Il était en interpolation? Je ne sais plus comment il était. Mais ça va vraiment permettre de générer des objets sur ma surface en fonction des parents. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Si je veux 10 000 particules sur une surface, ben, je vais en mettre par exemple 200. Et ensuite je vais dire les 9800 qui restent, tu me les fais, tu me les génères en tant que children juste ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé à la fois pour cette surface-là et pour celle-ci. Parce que là, j'ai deux plans différents. Pour avoir une transition un petit peu smooth, j'ai masqué cette transition en mettant plein d'arbres. Là, j'ai deux arbres différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible également, mais on est obligé de passer par différents systèmes de particules. Je ne peux pas, par défaut, dans Blender, sauf si je passe par une collection. Mais si je veux éviter de passer par la collection et que je veux mettre des renders sur une surface, des objets sur une surface, je suis obligé de faire deux systèmes de particules. Donc j'en ai fait un pour des sapins et un pour l'autre type d'arbre. Je ne sais même pas ce que j'ai mis comme arbre, mais vous les avez ici. Pareil, simuler, générer avec l'add-on Sapling Tree Gen. Voilà, Sapling Tree Gen. Et là, si je passe en mode rendu, ce qui est intéressant, c'est que les matériaux, je vais les mettre sur cet objet-là, directement. Vous voyez comment ça rend? Je vais les mettre sur cet objet et automatiquement, Blender, il va me les projeter sur tous les autres. Alors d'ailleurs, ces matériaux, on peut en parler rapidement. Pour les troncs, je ne me suis pas embêté. Les troncs, ils sont ici, donc c'est juste une couleur très foncée. Voilà. Parce que de toute façon, on ne le voit quasiment jamais, puis je voulais beaucoup de contraste. Et pour les feuilles, on a ça. Alors, c'est pas compliqué. Là, c'est juste pour mes épines. Donc j'ai même pas mis de subsurface. En théorie, on aura du subsurface. Donc c'est quelque chose qui permet de faire pénétrer la lumière à l'intérieur d'une sorte de volume, faire plein de rebonds, le Subsurface Scattering ou le SSS, et de faire ressortir la lumière avec une autre couleur. Là, j'ai pas utilisé ça. Là, j'ai utilisé une base color uniquement, sans toucher au reste. Pourquoi? Parce que c'est très lointain. Si ça avait été du premier plan, on aurait pu
avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Ce qui est très important, c'est ceci. Pourquoi? J'ai un object info random qui va me générer une valeur aléatoire entre 0 et 1. J'ai une color ramp qui va me permettre de coloriser cette valeur entre 0 et 1. J'ai une new saturation value qui va me permettre de désaturer un petit peu les couleurs parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on a tendance à chaque fois à faire de l'herbe très verte, des feuilles très vertes. Mais en théorie, si vous regardez l'environnement qui nous entoure, c'est quand même très désaturé, les choses qui viennent de l'environnement. Donc j'ai désaturé un petit peu tout ça. Vous voyez que j'ai mis ma saturation à 0,6 et j'ai mis ça dans la base color. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir sur chacune des particules des couleurs aléatoires sur les épines. Si je mets une couleur très linéaire, ça va faire bizarre. On va avoir la même couleur sur toute la forêt. Alors que là, on va avoir du marron, un petit peu plus jaune, un petit peu plus vert. Et tout ça, automatiquement, Blender, il va me le mettre sur les objets qui sont ici. Donc j'aurai à chaque fois des couleurs différentes. Alors là, on s'en aperçoit pas trop. On s'en aperçoit pas trop parce que je n'ai pas de... Voilà. J'ai pas de lumière vraiment qui vient projeter ici. Mais vous voyez que par exemple, entre ces deux sapins, celui-là est beaucoup plus vert que lui, qui est plus marron, qui va être encore un petit peu plus vert que lui. Lui, il est un petit peu plus vers le jaune. Là, vous voyez, on voit très bien pourquoi c'est important d'avoir des variations aléatoires sur mes matériaux. Et je vais supprimer le sun de base, parce que j'en ai pas besoin. Et donc ça, c'était pour le système de particules. Ensuite, vous avez remarqué certainement qu'ici, j'ai une petite transition entre le sable et l'herbe. Donc on peut le voir facilement avec mon système de matériaux. Comment j'ai fait? Là, j'ai peint à la main. J'ai peint à la main la transition. Donc je suis allé dans le texture painting. J'ai peint cette texture-là, Sol Montagne Base Color. Et une fois que je l'ai peint, j'ai fait que du noir et blanc et j'ai dit à Blender, ok, Mix shader, un petit peu comme tout à l'heure, souvenez-vous, avec la montagne, je vais mélanger deux shaders différents. Un shader de sable, très simple, constitué d'un noise texture avec deux couleurs différentes. Pas beaucoup de détails, pourquoi? Parce qu'on le verra uniquement de loin. Donc il n'y a pas trop de détails à rajouter. Et en second, c'est une sorte d'herbe, pareil. Pas beaucoup de détails, pourquoi? Au début, j'avais même mis des particules d'herbe dessus, mais vu que c'est à contre-jour et autres, on va éviter de demander trop de ressources à l'ordinateur, pour pas grand-chose. Ça se verra pas beaucoup, je mets juste une couleur qui peut rappeler celle de la végétation qu'il y a dessus. Comme ça, s'il y a des trous dans mon scattering, automatiquement, on va voir l'autre couleur et ça ne va pas choquer. Voilà pour ce système-là. Ensuite, tant qu'on est dans les shaders, on peut parler un petit peu de l'eau. Donc l'eau, voilà comment j'ai fait. Alors, l'eau, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a différentes techniques. Des fois, si vous voyez... de l'eau très réaliste avec des lumières qui passent dedans et tout, on va même rajouter du volume dedans pour absorber un petit peu la lumière. Là, moi, je me suis pas embêté. J'ai juste fait un plane. Donc, on peut le voir en rendu pour voir comment ça rend. Voilà. J'ai fait un plane et dessus, j'ai juste mis du bump. Voilà, j'ai pas trop changé le reste. J'ai mis la transmission à 100%. Une UR de 1.33, donc ça, c'est l'UR de l'eau. Vu qu'il n'y a pas vraiment... Alors, j'ai gardé quand même un sol dessous. Hein. La plupart du temps, quand on fait de l'eau, on garde un fond marin. Parce que là, c'est celui-là qui va coloriser un petit peu l'eau par la réfraction, également le ciel. Mais c'est important à chaque fois d'avoir un fond, sinon l'eau ne va pas réagir comme il faut. Donc j'ai gardé le fond, donc ça c'est très important. Et ensuite j'ai mis du bump, en mélangeant deux textures. À la fois du noise, qui ressemble à ceci, et du Musgrave, qui ressemble à ça. Et en mélangeant ces deux textures et en le reliant au bump, ça me permet d'avoir ce résultat. Donc l'avantage, c'est que là, je pourrais gérer en temps réel, déjà l'intensité de mon bump. Voilà, si je veux quelque chose de beaucoup plus calme, je peux le faire. Donc moi, j'aimais bien un effet un petit peu plus anarchique, on va dire, donc notamment pour les vagues au début sur le ponton. Et je peux changer en temps réel l'échelle du noise, l'échelle du Musgrave. Je peux tout éditer en temps réel. Là, je trouvais que c'était à peu près le bon compromis et les reflets étaient assez sympas. J'ai forcé un petit peu la colorisation de l'eau ici avec le base color. En général, on ne le fait pas trop, on reste sur du blanc. Vous voyez que ça change pas grand-chose. Là, lors du rendu. Ça a rajouté vraiment une petite teinte. J'aurais pu le gérer en compositing, mais j'ai préféré le faire directement ici. Donc voilà pour l'eau. Et comme je vous disais, si j'enlève la vue isolée, j'ai un sol qui est dessous. Déjà parce que physiquement, ça fonctionne comme ça. Et puis pour les calculs physiques basés sur l'IOR et les réfractions de l'eau, c'est quand même beaucoup plus... vous allez avoir des résultats plus réalistes, notamment pour une rivière ou autre. Si vous n'avez pas de fond, ça ne va pas réagir du tout comme il faut. Donc ensuite, en termes de modélisation, il n'y a pas eu un travail très avancé en termes de modélisation parce que là, c'était pas le but. Voilà, d'avoir beaucoup de choses sur ce décor. On a le ponton. Donc le ponton, comment j'ai fait? Alors il y a 2-3 choses qui sont quand même intéressantes sur le ponton. Je vais l'isoler.
Select your sheet, tac, tac. Des choses assez intéressantes sur le ponton. Comment j'ai fait? J'ai d'abord modélisé une seule planche, puis j'ai fait un array. Vous voyez, d'abord j'ai une seule planche, j'ai fait un array, et j'ai fait un displace dessus. Pourquoi j'ai fait un displace? Parce que ça va permettre de rajouter des petites variations. Si je me mets en vue du dessus, avec 7, vous voyez que mes planches, aucune ne se ressemble. Et ça, c'est ce qu'on veut faire, parce que dans la vraie vie, sauf ce qui est industrialisé à 100%, où on est sûr que tout est calibré, mais là, par exemple, un ponton, ça vieillit, ça a de l'âge et tout, donc il va y avoir des déformations, surtout avec le bois, avec l'eau, l'humidité. Donc le display, ça permet d'avoir, vous voyez, des petites déformations, et ça c'est très cool, parce que vu que j'ai une lumière très rasante, j'ai pas quelque chose qui est zénithal, j'ai quelque chose de très rasant, ça va me projeter, vous voyez, ces sortes de d'ombre là. Et ça va renforcer les petits dénivelés. Vous voyez que si je désactive le displace, ça rend de suite moins bien. On a quelque chose de très linéaire. Là, on a quelque chose de plus archaïque. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc une fois que j'ai ça, je peux réutiliser ce système dans la partie du fond, par exemple. Là, il y a beaucoup de array. Donc là, je l'avais appliqué parce que j'avais des modifications spécifiques. Mais beaucoup de array, voilà, pas mal de modifications pour ajouter de l'aléatoire. Pareil sur les clous. Vous voyez, les clous, ils sont jamais de la même taille, ils sont un petit peu disposés de manière différente. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que quand on modélise et qu'on veut faire quelque chose d'assez réaliste, réaliste ne veut pas dire parfait. Parce que dans la vraie vie, rien n'est parfait. Rien n'est aligné, rien n'est symétrique. Sauf, une fois de plus, ce qui est industrialisé. Mais là, en théorie, voilà. Ce poteau et ce poteau ne devraient pas être pareils à 100%. Donc, normalement, j'ai rajouté un petit peu d'aléatoire là, sur les faces d'en haut. Vous voyez? Ils n'ont pas tous les mêmes orientations. Ce sont des petits détails, hein, mais ces petits détails vont rajouter un petit quelque chose lors du rendu. Donc toujours briser les choses qui sont trop parfaites. Donc c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais il faut se forcer à trouver des techniques pour le faire. Donc pour les matériaux, j'ai utilisé des textures de CC0 Texture, qui sont entièrement gratuites et seamless, pardon. Mais j'ai mélangé ça à du procédural. Pourquoi? Parce que si j'utilise la même texture partout, ça va se voir. Là, vous voyez, on voit pas que c'est la même texture à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que j'ai mixé avec un noise texture. Vous voyez, j'ai mixé avec ça, et j'ai dit à Blender, ma texture de base, tu la mélanges ici. Par défaut, j'avais quelque chose qui ressemblait à ça. Donc là, on aurait pu voir les répétitions. Et ensuite, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc je mélange avec un noise texture qui n'a pas... Alors ce qui est important, c'est qu'il n'a pas les mêmes coordonnées que les autres textures. C'est-à-dire que mes textures de base, mes textures de bois, elles vont être basées sur les UV pour les déplier correctement, alors que ma texture de noise, elle va être générée sur les objets. Ça, c'est important, parce que du coup, j'ai mon bois qui est généré sur mes UV, qui est répétitif, mais mon noise, lui, n'est pas répétitif. Vous voyez, ici, on ne voit pas de répétition. On voit pas de répétition. Et surtout que j'ai une échelle différente entre mon noise et ma texture, et du coup, ça permet vraiment de briser ce côté répétitif avec deux coordonnées différentes. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Si vous voulez, j'en reparlerai au cours des vidéos, mais entre ça, vous voyez, très répétitif, basé sur les UV, et ceci, en mélangeant les deux, et surtout, j'insiste, je sais que j'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste, avec des coordonnées différentes, j'aurais pu faire des UV différents, mais des coordonnées différentes, c'est très important, ça permet de briser cette répétition. Et du coup, j'ai un matériau qui est assez réaliste, et qui va bien réagir à la lumière, où j'ai une roughness qui est assez cool, voilà, j'ai une bonne diffuse, et voilà, et ça me permet d'obtenir ceci. Et tout ça mis bout à bout, je ne sais plus parler, ça fait longtemps que je parle, tout ça mis bout à bout, ça permet d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux, un petit détail près. Là vous voyez que si je passe en mode rendu, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'avais. Pourquoi ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait? Parce que la touche finale, le ciel et les volumetrics. Alors le ciel, comment je l'ai fait? Le world, c'est tout simplement un sky texture. Donc si je vais ici dans world, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas reliées, mais au final, c'est juste un sky texture. Voilà, sky texture avec, vous pouvez gérer la taille du soleil, l'intensité de celui-ci. Sun elevation, très important. Donc ça va être, entre guillemets, l'heure de la journée. Sun rotation, ça permet de le décaler, vous voyez, sur le côté. Donc ça pourrait être intéressant. Et surtout, j'ai différents éléments qui vont venir rajouter des détails. Ils sont ici, j'aurais dû les nommer. J'en ai un qui va permettre, voilà, celui-là, de rajouter du ciel, et ça c'est 100% procédural. Alors là vous dites peut-être comment il a fait pour faire ça 100% procédural, c'est pas compliqué. J'ai suivi tout simplement la vidéo que j'avais faite déjà sur comment créer des nuages. Donc si ça vous intéresse,
vous pouvez taper Michael nuage, vous trouverez très rapidement. C'est tout simplement un Musgrave texture, le fameux. Le Musgrave, je l'utilise pour tout. Et ça permet de générer... Il faut que je trouve... Voilà. Ça me permet de générer ceci. Un immense ciel en Musgrave et qui va venir absorber la lumière. Quand je parle d'absorption de lumière, je parle du coup de volume, de volumétrique. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de rajouter une teinte en entrée dans ma color pour coloriser déjà un petit peu mes nuages. Et ça va permettre d'obtenir cet effet-là. Ça va rajouter des couches. Alors, très important, rajouter une épaisseur, pas un plane, sinon ça va perdre un petit peu en profondeur. Et là, vous voyez, ça me générait plein de couches de nuages. Et en mode rendu, ça va rendre assez bien. Donc c'est toujours mieux. Alors si vous arrivez à trouver une image HDRI qui correspond exactement à ce que vous voulez en nuage, bah, allez-y, pas de souci. Mais là, ça permet vraiment d'avoir une réaction entre le soleil, le sun, ainsi que votre volumétrique. Et vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Là, vous voyez, j'avais fait exprès de mettre une value ici en entrée sur le scale. Je peux gérer la taille de mes nuages en temps réel si j'en veux très peu, mais plus épais. Si j'en veux beaucoup plus et plus petit, je peux tout gérer ici. Voilà, je peux gérer l'échelle de mon Musgrave. J'avais fait un subtract parce que par défaut, c'est quelque chose, vous voyez, qui absorbe beaucoup la lumière. Donc le subtract permet d'avoir quelque chose qui va plus ou moins absorber la lumière. Voilà, donc à vous de gérer comme vous voulez. Donc ça, l'avantage, c'est que tout est éditable à la main. Et j'ai donc différents volumétriques qui viennent rajouter des détails. J'ai ce volumétrique là. Celui-ci, je crois que c'est le volumétrique global sur toute la scène pour ajouter un petit peu. Donc on peut voir, hein. Celui-là, il est où? Tac. Ah non, celui-là, c'est celui en fond. Vous voyez pourquoi il faut nommer les... Vous voyez pourquoi il faut nommer les volumes, hein? Parce que sinon, on s'en sort plus. Celui-là, c'était pour les montagnes. Parce que par défaut, les montagnes étaient beaucoup trop nettes. Et dans la vraie vie, si vous prenez des photographies ou autres, on a des sortes de... on a comme du mist. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur le mist, mais c'est quelque chose qui permet de faire une sorte de brouillard en fonction de la profondeur. Ben là, voilà. C'est pareil sur les montagnes, ça va un petit peu les flouter en rajoutant un léger voile de vent. J'en ai un autre qui va me servir... Alors si on le verra à la fin. Un autre qui va me servir sur l'intégralité de ma scène pour ajouter un petit peu d'épaisseur. Donc lui, normalement, si je passe en vue 3D, il va prendre, voilà, tout ce qu'il y a au-dessus du niveau de l'eau. Et vous voyez là, la différence. Donc là, c'est vraiment, c'est très visuel. Sans, on va dire, brouillard atmosphérique, on va l'appeler ça comme ça. Tout est très net en fond, vous voyez, c'est pas très réaliste. Et là, hop là, ça vient rajouter cette épaisseur, cette sorte de fumée. Petit à petit, vous voyez, hein, c'est des épaissis parce que les calculs de lumière en font le travail. Et ça va vraiment rajouter une atmosphère très réaliste. Et enfin, pour la surface de l'eau, là vous voyez par défaut, j'ai pas de sorte de fumée, de brume qu'on pourrait trouver des fois à la surface de l'eau, notamment avec une lumière rasante. Et en rajoutant ces volumétriques, hop là, j'ai une fumée qui se rajoute. Donc en termes de matériaux, si je vais dans le shader editor, vous voyez que la plupart du temps, c'est juste du principal volume basique. Donc celui-ci, c'est du principal volume qui est totalement basique. J'ai pas de matériaux spécifiques de texture dessus. Celui-là, par contre, à la surface de l'eau, j'ai du Musgrave. Ça va permettre de rajouter des petites fumées. Celui-ci également, un petit peu de Musgrave, très important. Et lui, avec du noise. Donc ça dépend vraiment du résultat que vous voulez. Voilà. Le volumétrique à la surface de l'eau, on peut se dire que c'est du détail, mais ça permet quand même, vous voyez, de rajouter des effets assez sympas. Et l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que dans le shader editor, je vais pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc là, si je mets une échelle à 10, vous allez voir que j'ai un résultat totalement différent. Alors que si je me mets à 600, j'ai quelque chose de beaucoup plus défini. Pareil, le subtract de value, ça va me permettre d'avoir quelque chose qui va absorber plus ou moins la lumière. Donc ça, c'est vraiment des détails qu'il vous faut peaufiner au fur et à mesure. Ça, pour bien le faire, on pourrait... je sais plus comment j'avais fait exactement, mais on pourrait isoler à la fois la surface, hop là, la surface du lac, tac, tout isolé, passer en vue 3D et voir un petit peu comment ça réagit, vraiment pour étudier ici. Là, vous voyez, on a des sortes de fumées qui sont projetées sur mon eau et on pourrait gérer directement les paramétrages ici. Vous voyez, là l'échelle. Alors on voit pas trop le résultat. Est-ce que j'ai sélectionné le bon volumétrique? Oui, j'ai le bon volumétrique. On voit pas trop le résultat ici, mais en jouant sur les paramètres ici de subtract par exemple, vous voyez qu'on peut avoir quelque chose qui va
absorber à 100% la lumière ou au contraire laisser passer un petit peu de lumière en fonction de la texture. Là, vous voyez, j'aurais beaucoup plus de détails. On se croirait... donc là, on croirait presque qu'il y ait des nuages. Qu'il y ait des nuages au sol. Mais, pourquoi pas? C'est vous qui faites ce que vous voulez. Là, vous voyez, on a beaucoup plus de densité. C'est sympa. J'aurais pu faire un rendu comme ça parce que là, l'avantage, c'est que ça vient englober un petit peu également le début des piliers. Ça donne encore une autre ambiance. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est scène 3D et rendu. Et ensuite, on a le compositing. Alors le compositing ressemble à ça. Donc, ce compo, alors pour avoir l'aperçu, je vais vous abandonner 2 minutes, je vais lancer un petit rendu et ensuite on va voir ce que ça donne avec le compo. A tout de suite. Hop là, nous sommes de retour pour le compositing. Alors j'ai fait un rendu très dégradé, donc on est bien loin de la résolution qu'on a ici, mais c'est pour vous permettre un petit peu de voir toutes les notes. Alors, déjà en entrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un denoise. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir tous les traitements basés sur une image qui est déjà denoisée. Alors normalement j'en ai mis une en entrée, une en sortie. Ça va permettre d'enlever déjà le noise et également ces sortes de fireflies. Ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que j'ai beaucoup de volumétrique et du coup j'ai pas suffisamment de rebonds lumineux. Du coup on a des sortes de points qui vont avoir des valeurs aberrantes en termes de valeurs tout simplement. Et du coup ça pour le corriger, le denoise automatiquement il va l'enlever. Alors soit il fait une moyenne avec les 8 pixels du tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça, avec les 8 pixels du tour, soit il y a des algorithmes spécifiques, mais le denoise permet de traiter ceci. Donc là, je vais désactiver les 2 denoise en appuyant sur M, comme ça tous mes traitements qu'on a au milieu, ils vont être beaucoup plus rapides. Vous voyez que le denoise en entrée me permet d'obtenir ceci, donc ça calcule en bas, déjà on a quelque chose qui est pas mal, et après coup, j'avais mis un autre denoise parce que tous les paramétrages que j'avais ici, potentiellement, me généraient un petit peu de noise. Donc, ça dépend vraiment au cas par cas. Des fois, j'en mets uniquement un en entrée ou uniquement un en sortie. Ça dépend si vous voulez faire le denoise. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces traitements-là, je vais les effectuer sur une image qui est déjà denoisée, ou est-ce que je fais déjà des traitements et ensuite je fais le denoise. Alors moi, souvent, je fais en entrée parce qu'en fonction des traitements que vous allez faire, ces points-là, partout, mais ils vont être pris en compte pour ça. Et des fois, ça va vous donner des choses un petit peu aberrantes et le denoise ne va pas se faire correctement. Mais bon. La première chose que j'ai fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mute et on va faire au fur et à mesure. La première chose, c'est rajouter un color balance. Ça permet de changer un petit peu, vous voyez, les tons de votre image. Donc la plupart du temps, je fais des choses très accentuées, très marquées. Donc qui ressemble à ceci, vous voyez là ça ressemble à rien. Et ensuite je vais baisser le factor jusqu'à obtenir une valeur qui correspond à ce que je veux. Mais dans un premier temps, je fais des choses qui sont too much, voilà on va le dire. Et ensuite j'ajuste le facteur sur ce qui m'intéresse. Donc une fois que j'ai une colorimétrie qui m'intéresse, je vais changer le Hue Saturation Value. Donc ça permet, vous voyez, de rajouter un petit peu de détails. Donc là c'est très léger, ça se voit sur le ciel. On a quelque chose d'un petit peu plus orangé, un petit peu plus saturé. Ensuite, je peux changer l'exposition. Donc moi, j'ai tendance, en principe, quand je fais des projets, d'avoir des choses toujours un petit peu trop sombres. Et je m'en aperçois après coup. Donc la note exposure, vous voyez, me permet de rajouter un petit peu d'exposition. Donc ça va éclairer mon image, entre guillemets. Donc également, je peux changer ça avec le bright contrast. Donc là, c'était pour avoir quelque chose d'un petit peu plus éclairé, également, plus lumineux, plus bright. Voilà, je sais plus le nom français. Oui, plus lumineux, tout simplement. Et augmenter un petit peu les contrastes. Donc ça, j'aime bien le faire. Ensuite, j'ai rajouté du glare. Le glare va permettre de rajouter un petit peu de flou lumineux, notamment autour du soleil. Regardez, j'appuie sur M. Hop là, j'ai un léger flou lumineux qui se fait. Alors, il faut avoir des bons yeux. Hein. Il faut avoir des bons yeux, mais j'ai un léger flou qui va s'effectuer ici. Et ensuite, j'ai du lens distortion. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé physiquement simuler le comportement d'une lentille quand on prend une photo et qui vient déformer un petit peu mon image. Donc là, on s'en aperçoit très bien. Regardez, si j'appuie sur M pour mute la node, sans distorsion, avec distorsion. Donc ça vient un petit peu sphériser mon image et rajouter une séparation RGB sur les bords, donc une sorte d'aberration chromatique. Et ensuite, j'ai bien évidemment mon denoise, et ça me permet d'obtenir le résultat, tac, que vous avez sous les yeux. Donc là, vous voyez le glare, on le voit un tout petit peu. Bon, c'est pas ultra marqué, mais voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est assez longue, 39 minutes. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, c'est essentiel. N'hésitez pas, donc je ne vais pas montrer la modélisation de ces petits éléments, là, quand je vois le rendu, je m'en aperçois. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. J'ai repris certaines parties
du ponton. Donc pareil, c'est beaucoup de array. L'appareil full array, bien combler les vides, sinon il y a des fuites de lumière. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez des vidéos accélérées? Sachant que là, l'inconvénient, c'est que je regarde pas le timing à chaque fois. On se retrouve avec une vidéo de 40 minutes. J'espère que vous aurez la force d'arriver jusqu'au bout. Je vais faire de plus en plus de choses sur Twitch, donc des décors ou autres. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir si vous voulez passer pour voir comment on réalise ça avec une vitesse x1. Donc on fait tout au fur et à mesure ensemble. Là, je crois que ça m'a pris 7 heures, 7 ou 8 heures pour faire ceci. Donc j'étais assez satisfait du résultat final. Donc ça, c'est le rendu beauty, ça, c'est le rendu occlusion. Vous voyez que sur l'occlusion, on se rend compte qu'effectivement, on a bien une forêt ici. Alors que sur le rendu final, bon, on s'en rend compte aussi, mais elle est moins marquée. Là, on s'en rend plus compte de la densité. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Entre-temps, oh, les bouées ont changé d'endroit. C'est rigolo ça. Ah oui, c'est le reflet et tout. Non, j'avais changé les positions des trucs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien, apprenez les choses sur Blender, c'est très important. N'hésitez pas avec les questions. Là, vous voyez les volumétriques, on le voit très bien là, à la surface de l'eau. Et je trouve que ça rendait plutôt bien parce que ça va réagir à la lumière de manière très différente. Et pareil en fond, vous voyez, ça vient masquer les montagnes. Et ça nous donne vraiment une sensation de profondeur. Alors que physiquement, elles sont plus proches que ce qu'on en a l'illusion. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas potentiellement à 3 km. Et pourtant, il me semble qu'elle est beaucoup plus loin. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'arrête de parler, sinon je peux vous parler encore pendant des heures. Regardez les matériaux, là ça réagit super bien. Bon bref, à la prochaine. Ciao.